De retour sur le plateau de la matinale 6-9, le Gabon 24, votre matinale la plus prisée de la capitale. Il est exactement 8h33 sur la montre, on va dire sur le chronographe qui est sur le plateau. Et c'est l'heure à laquelle nous allons débattre ou alors évoluer, échanger sur la thématique principale de cette journée, où on va dire coup d'État et coup de libération. Coup d'État au pluriel, coup de libération au singulier. Un petit bien retour sur les nombreux ou alors les différents coups d'État qu'il y a eu au Gabon. Je dis nombreux, on va dire c'est un défaut de langage. On va essayer de faire un petit billet de retour sur les coups d'État qu'il y a eu au Gabon en partant de 1964 à nos jours. Et qui d'autre sur ce plateau pour discuter de cette question avec nous qu'un spécialiste, analyste politique, spécialiste de ces questions-là justement, Louis-Philippe Mbadinga, qui est lui aussi journaliste à la base, mais on va le dire avec une grosse expérience derrière lui. Louis-Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Comment allez-vous? Oh, je me porte très bien. Très Grâce bien. à Dieu. Ok, d'accord. On va dire à la veille, parce que nous sommes le 29 et demain c'est le 30 août 2023, veille donc de la célébration du 2e anniversaire de la libération, de la fête de la libération en terre gabonaise, fête de la libération qui, elle, découle évidemment de cette date, 30 août 2023 en terre gabonaise, coup de libération, appelé ailleurs ou sous d'autres cieux, coup d'État, qui va être commémoré. Retour sur les différents événements de cette nature-là qui ont émaillé l'histoire de la nation gabonaise. Est-ce qu'on peut reparler de 1964 à maintenant, différents coups d'État? Oui, effectivement, le premier étant celui de 1964, donc du 17 au 18 février 1964, des gendarmes et des militaires gabonais menés par le lieutenant Jacques Mombo et le lieutenant Valère Essonne, et donc qui décide de déposer le président Léomba. Et ce sera fait, effectivement, le président Léomba sera arrêté, sera conduit vers Ndjolé. Malheureusement, une situation malencontreuse, un arbre va tomber en travers de la route, et donc les militaires vont décider cette fois-ci d'emmener Léomba vers Lambaréné. Vers Lambaréné où il sera gardé, on va dire, en sécurité jusqu'à ce qu'il revienne quand même au pouvoir. Un coup d'État de 1964, est-ce qu'on peut considérer au final que cela a réellement été un coup d'État puisqu'il n'aura mis à peu près que 2 jours au finish? Ben oui, c'est un coup d'État parce qu'il va permettre l'installation à la tête du Gabon de l'opposant Léomba, le principal opposant, Jean-Hilaire Obam. Jean-Hilaire Obam qui a donc été l'opposant et qui a donc été président pour un petit laps de temps très court et qui se voit enlevé du pouvoir et donc Léomba ramené au pouvoir à sa suite. Deuxième, on va dire deuxième fait marquant de cette histoire-là qu'on peut appeler coup d'État après 1964, c'est lequel? Oui, mais je pense qu'il y a lieu d'abord de revenir sur les causes justement de ce coup d'État de 1964, parce que vous allez le constater lorsqu'on va dérouler ces différents coups d'État et tentatives de coups d'État, on va comprendre qu'aux origines de ceux-ci, il y a d'abord la politique. D'accord. Et donc pour comprendre le coup d'État de 1964, il faut partir très loin déjà, au moment des élections territoriales, de l'Assemblée territoriale donc gabonaise, voilà. Puisque à l'époque, en 1957, le Gabon est encore un territoire d'outre-mer. Voilà, donc les premières élections démocratiques, c'est-à-dire au suffrage universel, ont lieu donc en 1957 lors de l'élection de l'Assemblée territoriale gabonaise qui consistait à élire une quarantaine de députés. Alors, au cours de cette élection, il y aura ce que l'opposition va considérer comme une fraude, parce qu'en réalité, il est question d'élire 40 députés, et tout calcul fait, en réalité, le parti de Jean-Hilaire Obam devrait l'emporter. Mais il se trouve que voilà, le parti de Léomba va convaincre un candidat donc, du camp de Léomba de ne pas se présenter, ce qui fait que Léomba va emporter cette élection. Ensuite, la deuxième péripétie, c'est le choix du régime. Parce qu'en fait, la première constitution gabonaise, donc date de février 1961, voilà, et donc à ce moment-là,
il y a un fort antagonisme entre Léomba et Paul-Marie Njenje-Ngonju, qui sont du même parti. Et donc, Paul-Marie Ngonju, lui, est pour l'instauration d'un régime parlementaire, alors que Léomba, lui, il est pour l'instauration d'un régime présidentiel. Et c'est cela qui sera fait. Donc, il y aura un régime présidentiel fort. Et donc, à partir donc, de 1961, d'ailleurs, Léomba va décréter, dans le cadre de Libreville, simplement donc, une sorte d'état d'urgence. Il va faire arrêter des membres de son parti, donc Ngonju. Ce qui fait qu'il y aura déjà là une crise politique. Alors, dans le même temps, dans le gouvernement gabonais et dans un certain nombre on va dire, de pouvoirs, notamment dans les mairies, par exemple, vous avez encore des Français qui sont présents. Et Léomba est soutenu donc par un lobby forestier qui a la volonté, en réalité, de ne pas sortir du Gabon, hein, j'ai envie de dire, d'une forme de colonie. Et ce qui fait que, donc, fort des dérives autoritaires de Léomba, donc les gendarmes et les militaires vont décider de ce coup d'État. Décider de ce coup d'État. Donc c'est une suite d'événements quand même comme ça qui ont continué de mettre le feu aux poudres jusqu'à ce qu'il y ait, on va dire, une explosion et qu'il y ait ce coup d'État-là. Est-ce que ce sont... Si on partait de 64 à tous les autres faits qui peuvent être considérés comme des coups d'État au milieu, même jusqu'à 2019 avec Kelly Ondo, est-ce que c'est forcément toujours la politique qui est au centre des différents événements qui amènent à ce qu'il y ait un coup d'État? Oui, en effet. Si on prend par exemple ce que l'on va considérer comme une tentative de coup d'État ou ce qui est présenté à l'époque comme un putsch, donc un complot, donc celui du capitaine Manza, nous sommes en plein régime de parti unique. Et donc, tout le monde ne supporte plus le parti unique parce qu'il est instauré donc, en 1968. Et donc, autour des années, on va dire, milieu des années 80, voilà, en 1985, donc il y a ce capitaine de l'armée qui est présenté comme un putschiste et qui sera donc exécuté à la tristement célèbre place de Orlando. Et effectivement, c'est la politique, donc la gestion du pouvoir qui était à l'origine, on va dire, de ce qui a été présenté comme un putsch. Revenons quand même sur la définition du coup d'État au départ. Est-ce qu'un coup d'État est forcément nécessairement effectué par des militaires? Non. Un coup d'État peut être, j'ai envie de dire, orchestré par des civils, mais généralement, ils utilisent le bras armé, voilà, des militaires pour pouvoir arriver au pouvoir. Et dans le cadre du Gabon, le constat que vous faites, vous, en tant qu'analyste politique, on se rend compte qu'en 2019, la tentative de Kelly Ondo, c'était un militaire. On se rend compte que Brice Clotaire, ou les Guinguema, avec le coup de libération, c'était quand même encore un militaire. Maintenant, on se dit, lors de ces différents événements de 1964, maintenant, les militaires sont souvent utilisés, mais ils sont souvent des figures de proue aussi de ces différents coups d'État, au Gabon en particulièrement. Oui, en réalité, ça a toujours été des militaires. Donc, qui ont essayé de prendre le pouvoir, voilà, avec l'objectif qui est souvent présenté, c'est celui de changer, donc, changer de gouvernance. Mais, de paradigme. Oui, changer de paradigme, mais il y a un fait. En 1989, par exemple, il y a Pierre Bambundu, qui est à l'époque opposant donc, d'Omar Bongo, en exil, voilà, en exil notamment en France d'abord, puis expulsé de France pour le Sénégal, voilà, va être accusé également de tentative de coup d'État et d'ailleurs va être condamné donc, voilà, condamné, voilà, à mort, voilà, pour tentative de coup d'État. Mais en réalité, il s'agissait là de la création donc de l'Union du peuple gabonais, l'UPG, voilà, 14 juillet 1989. Et donc, quand on lit voilà, toutes ces tentatives vous présentées comme telles de coup d'État,
voilà, ce sont en réalité toujours les militaires qui sont à la manœuvre. Toujours les militaires qui sont à la manœuvre. Lui, Philippe Mbadinga, nous rappelons que vous êtes journaliste et analyste politique. Nous sommes en train de faire un petit billet retour sur les différents coups d'État au Gabon. Nous sommes nous sommes le 30 août 2023, il y a ce coup d'État. Mais avant que ce coup d'État-là n'arrive, il y a quand même ce sentiment dans la population, et on a eu l'habitude de l'entendre, les militaires sont toujours du côté du pouvoir. Pourquoi est-ce que les militaires nous laissent dans ces situations? Pourquoi ils voient comment les politiques marginalisent, les politiques ne font pas bien les choses au Gabon et puis les militaires ne font rien? Mais vous, à la lumière de ce que vous êtes en train de nous dire, ce sont quand même toujours les militaires qui, depuis la première jusqu'à celle qui a finalement, jusqu'à celui, coup d'État qui a finalement marché, ce sont toujours les militaires qui ont été à l'origine de cela. Mais pourquoi cette image des forces de l'ordre qui abandonnent le peuple? Oui, mais je pense que cette image s'est renforcée, on va dire, à partir des années 1990, c'est-à-dire au lendemain du retour au multipartisme. Et là, on va avoir en 1990 donc, la conférence nationale, et il y a l'espoir pour de nombreux Gabonais de voir une alternance donc s'opérer. Malheureusement, première élection présidentielle de 1993, Omar Bongo va être déclaré comme vainqueur de cette élection. Malheureusement, il y aura des fortes émeutes donc, à Libreville et le pays est au bord du gouffre. Et donc, l'armée va intervenir, mais le peuple a quasiment tout saccagé. Le président Omar Bongo quitte Libreville, donc se réfugie dans le Haut-Ogooué, mais va revenir un peu plus tard. Et donc, conscient du gouffre à côté duquel le pays est passé, un certain nombre d'acteurs politiques comme Pierre-Louis Agonjo-Okawe vont appeler les acteurs politiques à ce qu'il avait appelé donc, la paix des braves. Et donc, il y a une paix de braves qui va être consacrée par les accords de Paris. Mais j'ai envie de revenir sur, voilà, par rapport à la question donc, de l'intervention militaire. Mais en réalité, il y a un général déjà, Moubanjo, hein, qui toujours dans le milieu des années 80 va être également passé devant la justice pour un coup d'État supposé au RL. Voilà, tentative de coup d'État. Voilà, mais il y a surtout en 2009 le général Toumpa Lebani qui lui aussi est passé en procès. D'ailleurs, procès pendant lequel va être appelé comme témoin le président actuel qui alors était donc membre de la garde républicaine. Est-ce que c'est fatalement que lorsque on a tous ces faits qui émaillent l'histoire d'un pays, on se dit, il y en a un qui va finir par arriver, et celui-là est arrivé le 30 août 2023, mais on a l'envie de se dire, et comme on a vu dans les pays certains pays de la sous-région, lorsque c'est déjà arrivé une fois, ça va arriver une autre fois. Qu'est-ce qui peut emmener à ce que ça arrive encore alors que le pays semble désormais être dans une autre dimension? Depuis 2 années, en tous les cas, les choses semblent s'être apaisées. Est-ce que vous pensez, vous, qu'avec l'évolution des choses, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets? Mais de toutes les manières, on n'est pas d'emblée à l'abri d'un coup d'État quand on est dans un pays où tous les acteurs ne sont forcément pas d'accord sur la conduite donc, du pays, premièrement. Et on sait comment, j'ai envie de dire, le régime précédent est tombé. Voilà, et on a vu l'ancien président Ali Bongo, par exemple, sorti du pays, tenir un certain nombre de propos, tenir un certain nombre de positions, sans lui prêter des intentions. Il faut savoir que derrière les acteurs politiques, il y a également des lobbies qui s'affrontent, parce que si par exemple, nous avons le président Oligui aujourd'hui qui a décidé de faire Gabon d'abord, ok ? Donc, avoir une préférence nationale, la volonté pour lui de ne plus exporter un certain nombre de richesses, donc de matières premières, et qu'il faille transformer ici. Et donc, malheureusement, ça peut ne pas plaire à un certain nombre de lobbies. Donc, les coups d'État, généralement derrière les coups d'État, il y a également donc, des lobbies qui s'affrontent. Mais
en réalité, on n'en a pas besoin aujourd'hui, puisque nous sommes revenus dans l'ordre constitutionnel. La plupart des acteurs devront jouer donc, dans cet ordre constitutionnel. Mais le coup d'État intervient aussi quand on estime que le pouvoir actuel est défaillant. C'est le cas, par exemple, de la tentative de coup d'État du lieutenant Kelly Ondo, voilà. 2019. Oui, dans un contexte où on voyait Ali Bongo très affaibli au lendemain donc, de son accident vasculaire cérébral. Et à ce moment-là, le public gabonais notamment se disait mais c'est pas possible, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va en finir? Et malheureusement là, donc il y a ce lieutenant de la garde républicaine, donc de la garde d'honneur, voilà, qui va prendre ses responsabilités d'une certaine façon. Voilà, prendre des responsabilités. Malheureusement, il espère sur le contexte politique qui est très chaud avec Jean Ping qui est alors leader donc de l'opposition et qui se réclame comme président élu. Donc Kelly Ondo, l'élection de 2016. Voilà, Kelly Ondo profite donc de ce contexte, mais malheureusement, mauvais calcul. Voilà, la mèche ne va pas prendre. La mèche ne va pas prendre. Louis-Philippe Mbadinga, vous avez parlé des lobbies. On va le dire, il y a les réalités du terroir, comme vous l'avez précédemment dit, et il y a les lobbies également. La population, sa position à l'intérieur, c'est laquelle? On vient de parler de Kelly Ondo, avec cette mèche-là qui n'a pas pris. Est-ce que la population gabonaise est cette population qui est un peu trop patentiste parfois par rapport à ces réalités? Oh bon, mais en réalité, on ne doit pas se complaire dans le coup d'État, parce que le coup d'État, c'est quand même la dévolution par la force du pouvoir. Et nous sommes là dans l'illégalité, même si un certain nombre de contextes, notamment le durcissement d'un régime, l'absence de démocratie, peuvent amener justement le peuple à souhaiter que l'armée intervienne. Et donc, dans cette dimension-là, on voudrait qu'au lendemain donc, du coup de libération, nous restions dans l'ordre républicain, dans l'ordre constitutionnel, parce que je pense que lorsque l'armée rentre en politique, la démocratie s'enfuit par la fenêtre, comme disait donc, le général malien Amani Toumani Touré. Et heureusement que l'ordre constitutionnel est arrivé seulement 2 années, on va dire un peu moins de 2 années même après ce coup de libération. Là, on va rappeler les faits. Il y a eu la concertation nationale sous la forme d'un dialogue national inclusif. Ensuite, il y a eu le référendum. Ensuite, il y a eu ces élections, cette présidentielle qui a été pratiquement la première, on va dire, de l'histoire du Gabon qui s'est déroulée. On n'a pas eu l'impression d'avoir une présidentielle au Gabon. On était habitué à ce que ça s'échauffe un peu. On était habitué à ce que l'Internet soit un peu coupé. On était habitué à ce qu'il y ait un peu des réclamations ici et là. Et là, une élection présidentielle tout à fait calme, avec des résultats quand même incroyables. C'est quand même des motifs d'espoir pour se dire que le retour à cet ordre constitutionnel, c'est le retour quand même du Gabon à une certaine stabilité. Oui, bon, déjà, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est la diversité des candidats. Voilà, donc il n'y a aucun candidat qui a été interdit de participer à cette élection, en dehors de ceux qui ont présenté des défauts donc, dans leur dossier de candidature. Voilà, et donc qui n'ont pas été validés. Voilà, mais en dehors de ça, on va dire cette élection était libre. Voilà, elle était libre. Elle a été soldée par un plébiscite parce que le peuple a donné en réalité une caution au coup de libération. Un peu plus de 94% quand même pour Brice Clotaire Oligui Nguema. On va aussi rappeler que pour cette élection présidentielle, les candidats n'étaient pas des représentants de partis politiques. La plupart des candidats étaient, j'ai envie de dire, le tout des candidats étaient des indépendants. Une autre première au Gabon? Oui, le contexte l'explique. Et on voit justement que la plupart des candidats sont indépendants parce que, premièrement, Brice Clotaire Oligui Nguema est un militaire qui devient civil. Il n'a pas d'emblée une plateforme politique. On va dire son principal challenger, Alain-Claude Bilibinze, est un ancien PDGiste qui sort donc du PDG, voilà, et se présente en indépendant. Et donc, dans cette élection, il y a à peine un seul qui est membre d'un parti politique. Voilà, et donc c'est effectivement une première.
Quelle observation faites-vous désormais de la gestion de Brice Clotaire Oligui-Nguema, et j'ai envie de le dire, comparativement à tous ces autres pays où il y a eu un militaire qui est finalement devenu civil? On va se rappeler quand même que ça a été un sujet de polémique quand même à travers la population gabonaise. On s'est dit oui, mais il avait dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils. Finalement, lui-même, il est devenu civil. Est-ce que ce n'est pas un peu une manière de jouer le peuple? Le constat que vous faites par rapport aux différents pays où il y a eu ce même cas de figure-là? Bon, les cas les plus patents en Afrique ces dernières années, c'est dans ces pays qui constituent aujourd'hui donc l'AES, voilà, l'Alliance des États sahéliens, donc composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà, et là, on a une autre trajectoire, c'est-à-dire que ces militaires-là sont dans un autre paradigme, donc celui d'une sorte de véritable indépendance, entre guillemets, parce qu'ils ont coupé les liens avec la France, donc l'ancienne puissance colonisatrice, ont décidé voilà, de se couper avec la CEDEAO, donc l'organisation sous-régionale qu'ils estiment sous les directives de la France notamment, et donc ils ont choisi une autre trajectoire qui fait que plutôt d'avoir des transitions courtes, nous sommes dans une sorte de transition longue avec des renouvellements de mandats qui ne sont pas démocratiques, mais ces militaires pensent qu'ils sont en train de mener des opérations, on va dire, de salubrité dans la gestion de la chose publique. Et donc, effectivement, comparativement à ce qui se passe au Gabon, les paradigmes sont bien différents. Parlons précisément du 30 août, cette célébration qui va se faire du côté de Tchibanga. Dès demain, fête tournante, c'est ce que le président de la République a désormais décidé. On va revenir un peu à ce qui se faisait sous Omar Bongo. Il y avait la fête tournante, c'était cette fois-ci pour le 17 août, donc la célébration de l'indépendance. Là, on va y avoir ça. Et la première qui a été délocalisée, c'est celle du côté de Tchibanga. Votre regard sur le choix de cette ville particulièrement? Ah oui, oui, mais en réalité, Tchibanga est un point dans l'histoire du Gabon. Nous en avons déjà discuté ici, par exemple, lors du référendum de 1958. Voilà, la province de la Nyanga s'est illustrée comme cette province qui a dit non. Voilà, c'est un marqueur. La province de la Nyanga aussi a abrité un célèbre lutteur dont on a parlé également sur ce plateau, voilà, Nyon Makit. Voilà, donc ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, le choix. Et puis, en matière de, on le dit souvent, de score aux dernières élections présidentielles, en termes de pourcentage, la province de la Nyanga est arrivée en tête, en termes de pourcentage. Donc c'est aussi une manière, on va dire, pour le chef de l'État d'aller remercier particulièrement la Nyanga, de lui avoir fait confiance. La Nyanga, qui, on va le rappeler, a aussi bien besoin de voir la politique du Gabon être désormais développée, être retournée vers ses provinces, on rappelle? Oui, effectivement. L'autre élément, puisque vous avez parlé de fête tournante, c'est que la Nyanga est une des provinces comme celle de l'Ogooué-Vindo qui sont restés pendant longtemps enclavés, dépourvus d'un certain nombre de moyens. Vous voyez par exemple aujourd'hui, avec toutes ces délégations qui sont descendues dans la Nyanga, il y a des problèmes d'hébergement, des problèmes de capacité d'accueil dans l'hôtellerie. Heureusement, la Nyanga dispose d'un certain nombre de richesses, d'un certain nombre d'atouts. Une ouverture sur la mer avec Mayumba, qui devrait abriter ce port tant rêvé depuis les années 60, époque de Léomba. Donc, la Nyanga symbolise aussi l'avenir économique du Gabon. Parce que là, il y a eu de grandes découvertes pétrolières, notamment, qui font l'objet d'exploitation. Et le gaz qui sort donc de Mayumba va pouvoir alimenter en réalité tout le sud du Gabon en électricité, sinon arriver jusqu'au Moyen-Ogooué.
Philippe Badega, merci beaucoup pour vos éclaircissements. On rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes surtout, à la base, journaliste, on va dire journaliste politique. Hein, et vous êtes vraiment une personne expérimentée dans ce domaine-là. On rappelle aussi à ceux qui nous rejoignent que nous étions en train de faire un petit billet retour sur les coups d'État au Gabon, en prélude de cette célébration donc, du deuxième anniversaire du coup de libération qui aura lieu du côté de la Nyanga, dans la province de la Nyanga, la capitale provinciale Tchibanga sera le centre névralgique, mais on va dire que toute la Nyanga va devoir bénéficier de cette ferveur populaire, de ces déplacements massifs avec toutes les festivités qu'il y aura, défilés militaires, etc., etc. Merci à vous d'être venus nous aider à comprendre un certain nombre de choses sur le plateau. C'est moi qui vous remercie.